Et donc, sans transition, on va aborder la dernière session, avant la fin théâtrale qu'on nous prépare, sur les troubles cognitifs. Donc, c'est une question délicate et également complexe, qui recoupe beaucoup de réalités différentes, de temporalités différentes, et que les docteurs Marie-Lange et Hélène Castel vont venir nous expliquer. Marie-Lange, neuropsychologue au Centre de lutte contre les cancers François Baclès de Caen, et Hélène Castel, directeur de recherche à l'INSERM et cofondatrice de la plateforme Cancer Cognitif. Vous avez on va dire un quart d'heure pour que ce soit 20 minutes pour votre première partie. Je crois que vous avez beaucoup de slides, mais en essayant d'aller à l'essentiel pour rester pratique et comprendre justement toute cette complexité dont on commençait à parler pendant la pause. Donc bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier le comité d'organisation et particulièrement Guy et Christophe de nous avoir conviés aujourd'hui pour vous parler des troubles cognitifs liés au cancer, donc avec le docteur Hélène Castel. Donc on s'intéresse à cette problématique depuis plusieurs années et on y travaille notamment sur les sites de Caen et de Rouen. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la cognition ? Eh bien, ce sont les fonctions intellectuelles, à savoir la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage ou encore la résolution de problèmes ou l'attention. Il nous est tous arrivé un jour d'avoir un mot sur le bout de la langue, ou bien de chercher nos clés. Cela peut être accentué avec la fatigue, le stress. Par exemple, aujourd'hui, si je cherche mes mots, ça peut être lié au stress, ou encore l'anxiété ou la prise de certains médicaments. L'âge peut être aussi impliqué dans ces difficultés. Par exemple, avec l'âge, les personnes peuvent avoir des difficultés au niveau de l'attention. Mais ces difficultés ne vont pas constituer un problème qui est pathologique. Ces difficultés interviennent dans le cadre du vieillissement normal. Néanmoins, lorsque ces difficultés sont vraiment trop fréquentes et ont un impact important sur la vie quotidienne, à ce moment-là, il faut s'en inquiéter. Alors, le fonctionnement cognitif, comment est-ce que l'on évalue ce fonctionnement en pratique ? On peut l'évaluer de deux manières. La première manière, ça va être d'évaluer la plainte subjective, autrement dit le ressenti des personnes. Ce, à partir d'auto-questionnaires, donc des questionnaires qu'on vous donne directement et que vous allez remplir. La deuxième manière d'évaluer le fonctionnement cognitif est d'évaluer les performances dites objectives, donc à partir de tests neuropsychologiques. Donc là, je vais vous donner quelques exemples pour chacune de ces évaluations. Donc tout d'abord, pour évaluer la plainte cognitive, on peut utiliser un questionnaire qu'on appelle le FACT-COG, qui est un questionnaire qu'on utilise beaucoup en oncologie. Donc vous voyez un exemple d'item. Le patient doit répondre en fonction de son ressenti des 7 derniers jours. Donc, par exemple, un exemple d'item, ma pensée a été lente. Donc le patient peut répondre de jamais à plusieurs fois par jour, ou encore j'ai eu du mal à me concentrer. Ce questionnaire comporte aussi une sous-échelle qui porte sur l'impact des difficultés sur la qualité de vie. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet concrètement de statuer par rapport au fait que ces difficultés aient un retentissement significatif ou non sur la vie quotidienne. Donc avec quelques exemples, par exemple, ces problèmes ont perturbé ma capacité à faire des choses que j'aime, ou encore ces problèmes ont perturbé ma qualité de vie. Seconde manière d'évaluer le fonctionnement cognitif, c'est de l'évaluer à partir de tests neuropsychologiques, dont je vais vous donner un exemple. Donc c'est un test que nous utilisons en pratique clinique, un test de mémoire dont l'objectif est de mémoriser 16 mots. Donc voici un exemple avec les 4 premiers. Dans ce test, on va demander au patient de dire quel est le poisson. Donc là, je vous mets à contribution. D'accord. Quel est, parmi ces 4 mots, la fleur ? Quel est le vêtement ? Et enfin, quel est le jeu ? Parfait. Maintenant, est-ce que vous pourriez dénommer les couleurs ? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, est-ce que vous pourriez lire les couleurs ?
D'accord. Et maintenant, là où ça se complique un petit peu, je vais vous demander de dénommer la couleur avec laquelle le mot est écrit. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un test qui nous permet d'évaluer ce qu'on appelle les fonctions exécutives, autrement dit des fonctions qui interviennent dans des situations non routinières pour lesquelles il n'existe pas de solution toute faite. Donc c'est un test qui nous permet plus précisément d'évaluer ce qu'on appelle l'inhibition. Autrement dit, il faut inhiber la lecture qui est assez automatique pour répondre correctement à la consigne. Donc maintenant, vous voyez peut-être où je vais en venir. Est-ce que vous pourriez essayer de me rappeler les 4 mots de tout à l'heure? Je pense que je les ai tous entendus, donc c'est parfait. Alors, les troubles cognitifs en oncologie sont des symptômes encore mal connus. Ces troubles cognitifs sont parmi les symptômes pourtant les plus souvent rapportés par les patients, ce pendant et après les traitements. Néanmoins, ils sont encore peu explorés et surtout, ils sont mal pris en compte. Ces troubles peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Et par exemple, dans le cadre du cancer du sein, les femmes qui ont des troubles cognitifs peuvent avoir des difficultés à un retour à l'activité professionnelle. Alors, qu'en est-il de la plainte cognitive? Quelles sont les difficultés que rencontrent les patients? Les patients vont se plaindre de difficultés à se concentrer, à lire, qui peuvent être très liées avec les difficultés de concentration, c'est-à-dire que lors de la lecture d'un roman, par exemple, le fait de se souvenir des paragraphes ou des chapitres précédents. Le fait de se souvenir, le fait de chercher ses mots, de perdre ses objets, mais également de réaliser des tâches multiples, d'apprentissage de nouvelles informations, de nouveaux concepts, et ce particulièrement dans les situations qui impliquent plusieurs personnes ou bien qui comportent des distracteurs, comme des situations bruyantes par exemple. Les difficultés cognitives, on retrouve ce phénomène dans la littérature sous le terme de chemobrain ou chemophog, qui fait référence à la notion de brouillard cognitif. Ce phénomène a surtout été étudié chez les patientes traitées pour un cancer du sein. Qu'est-ce qu'on observe chez ces femmes? Eh bien, 15 à 25% des patientes ont un déclin cognitif après la chimiothérapie. Il faut savoir que ces déficits sont modérés, ce ne sont pas des troubles importants comme les troubles de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et ils sont souvent transitoires. Ils vont concerner différentes fonctions, à savoir la mémoire de travail, donc le fait de retenir des informations tout en effectuant un traitement sur ces informations, la mémoire épisodique, les fonctions exécutives dont je vous ai donné la définition tout à l'heure, ou encore l'attention ou la vitesse de traitement, donc la vitesse à laquelle on va traiter l'information. Qu'en est-il de ces troubles à plus long terme? Eh bien, pour la majorité des patientes, donc toujours un exemple dans le cancer du sein, les patientes ont moins de difficultés 6 mois après la chimiothérapie. Et au-delà d'1 an après la chimiothérapie, on observe dans les études que 18 à 24% des patientes ont encore un déclin cognitif. D'autres patientes ont une résolution des déficits et certaines ont une stabilité des performances. Alors, quelques mots sur les mécanismes explicatifs des troubles cognitifs en oncologie. Il faut savoir que ces mécanismes sont très nombreux. Donc, l'objectif, là, ne va pas être de rentrer dans le détail, mais de vous faire comprendre que c'est vraiment une situation complexe et il y a de nombreux facteurs qui peuvent impacter le fonctionnement cognitif. Alors, il y a tout d'abord les traitements, à savoir la chimiothérapie, on vient d'en parler, ou encore l'hormonothérapie, par exemple dans le cancer du sein, ou les thérapies ciblées. Mais également, comme on a pu l'aborder tout à l'heure, la fatigue, qui peut avoir un impact direct sur le fonctionnement cognitif. Les facteurs biologiques, là, je n'entrerai pas dans le détail, peut-être qu'Hélène en parlera davantage tout à l'heure. L'âge peut avoir un impact direct sur le fonctionnement cognitif. Un autre point sur lequel j'insiste, l'anxiété, la dépression réactionnelle qui peut survenir à l'issue de l'annonce du cancer, l'anxiété par rapport au traitement que vous allez recevoir. Tout ça va impacter le fonctionnement cognitif. Donc,
je résume un peu les choses, mais ce graphique illustre juste que c'était vraiment un phénomène complexe. Alors qu'en est-il maintenant des lymphomes? Eh bien, il y a très peu d'études sur cognition et traitement chez les patients traités pour un lymphome. Et la majorité des études a porté sur les lymphomes du système nerveux central. Qu'en est-il des lymphomes hors du système nerveux central? Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude récente, une des plus grosses études qui a porté sur plus de 260 patients qui étaient traités pour un lymphome. Au moment de l'étude, ils étaient environ 3 ans après leur chimiothérapie, en rémission au moment de l'étude, avec un âge moyen de 55 ans. Parmi ces patients, une petite centaine a réalisé une évaluation cognitive et on a comparé leur performance à celle de personnes sans cancer. Ces patients ont également répondu à différents questionnaires qui évaluaient la plainte cognitive, les douleurs, les difficultés de sommeil ou encore l'anxiété et la dépression. Alors, qu'est-ce qu'on observe chez ces patients? Eh bien, les patients ont globalement une plainte cognitive plus importante que celle des sujets contrôle. Ils ont également davantage de troubles cognitifs, donc objectivés par les tests neuropsychologiques. La fatigue et l'anxiété sont très liées à la plainte cognitive et les douleurs sont associées aux troubles cognitifs objectifs. Donc là encore, pour vous mentionner que le problème est complexe et il y a de nombreux facteurs qui peuvent impacter la cognition. Alors je vais maintenant vous parler des résultats d'une grande enquête que nous avons menée avec la plateforme Cancer et Cognition, avec l'association Les Sentinelles, dont une des dames à droite au fond a parlé tout à l'heure. Donc quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas cette association. Il s'agit d'une association qui a pour objectif de mettre en relation les citoyens et les chercheurs. Donc, initialement, cette association était destinée essentiellement aux patients traités pour un cancer du sein, mais depuis quelques années, l'inscription est ouverte à tout le monde, que vous soyez patient, quel que soit le cancer, ou bien proche. Et lorsqu'il y a de nouvelles études, vous êtes informé par mail pour voir si au niveau des critères d'inclusion, cela correspond à votre situation ou non. Donc là, je fais un petit peu de pub pour les Sentinelles, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur leur site. À ma connaissance, dans l'immédiat, il n'y a pas d'études spécifiques au lymphome, mais peut-être que ça va se développer dans les années à venir. Alors, cette étude, elle portait sur l'évaluation de la plainte cognitive à l'issue du traitement d'un cancer. Donc, plus de 1600 personnes ont répondu. Bon, pour la majorité, il s'agissait de femmes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lié au fait que, initialement, l'association était ouverte essentiellement aux femmes traitées pour un cancer du sein. Donc, la majorité avait entre 45 et 64 ans. Il s'agissait pour la majorité de cancers du sein, avec des femmes qui avaient différents types de traitements. 34% avaient des traitements qui pouvaient avoir un impact potentiel sur la cognition, et 68% des participants avaient une activité physique régulière. Une des premières questions que l'on a posées aux patients était « Avez-vous eu des difficultés de mémoire, de concentration, etc. » Des difficultés cognitives. On obtient une large proportion de réponses « oui » à cette première question. La seconde question qu'on leur a posée, c'est « Pensez-vous que ces difficultés soient apparues à cause des traitements reçus pour votre cancer ?» Là encore, une majorité des personnes répondent « oui ». On s'est intéressé au début des difficultés. Quand est-ce que les personnes commencent à ressentir ces difficultés ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, pour la majorité, les difficultés surviennent pendant ou après la chimiothérapie. Et s'agissant de patients traités pour un cancer du sein, pour la majorité, pendant également l'hormonothérapie. On a également interrogé les participants sur le souhait de bénéficier d'une prise en charge spécifique pour ces difficultés. 75% des participants sont intéressés pour bénéficier d'une prise en charge. On a également interrogé les participants sur leurs connaissances préalables.
par rapport à ces difficultés cognitives. Est-ce que les personnes avaient déjà entendu parler de l'impact que pouvaient avoir les traitements sur la mémoire et l'attention, par exemple? Là, on obtient une réponse oui chez seulement 38% des personnes. Dans le cadre de cette étude, on a voulu savoir quelles étaient les causes de cette plainte cognitive. Alors, la cause principale, c'est le fait d'avoir été traité par chimiothérapie. Un autre facteur qui est très associé, c'est les troubles du sommeil, qui peuvent être liés, bien sûr, avec l'anxiété, la dépression, etc. Et enfin, un dernier facteur très associé à la plainte cognitive, ce sont les connaissances de l'impact délétère des traitements sur la cognition. Autrement dit, les personnes qui ont connaissance de ces difficultés vont davantage se plaindre. Maintenant, je vais vous présenter les résultats d'une seconde enquête qui a été effectuée lors de la journée mondiale du lymphome, pour lequel je remercie Guy et Christophe d'avoir fait circuler le questionnaire, et je remercie aussi ceux qui ont répondu aujourd'hui, car le questionnaire a recirculé dans la salle. Alors, près de 550 personnes ont répondu à cette enquête. Donc la parité était globalement respectée, avec, pour la majorité des répondants, les patients avaient entre 60 et 79 ans. Donc on a posé certaines questions qui étaient similaires à celles de l'enquête réalisée avec les sentinelles, à savoir est-ce que les personnes ont des difficultés cognitives. On obtient une réponse oui chez 62% des participants. On a voulu savoir quels étaient les facteurs en lien avec cette plainte. Est-ce qu'il y a un lien avec l'âge? La réponse est non. Est-ce qu'il y a un lien avec le sexe? La réponse est oui. Les femmes se plaignent davantage. On a également voulu savoir si cette plainte cognitive, pour les personnes ayant répondu à l'enquête, est-ce qu'elle était associée au traitement reçu pour le cancer? On obtient une réponse oui chez 62% des participants. Et là encore, on a voulu savoir s'il y avait un lien avec l'âge. Cette fois-ci, il y a un lien avec l'âge. Les personnes les plus jeunes se plaignent davantage et attribuent davantage cette plainte au traitement reçu pour le cancer. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Eh bien, chez les personnes âgées, la plainte pourrait être moins liée au traitement que chez les patients plus jeunes. Autrement dit, la plainte peut être une plainte liée au vieillissement normal, dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. Est-ce qu'il y a un lien avec le sexe? Là encore, la réponse est oui, les femmes se plaignent davantage. À quel moment les personnes ont commencé à ressentir ces difficultés cognitives? Majoritairement pendant et après les traitements. Depuis combien de temps les personnes ont ressenti ces difficultés cognitives? 37% des patients répondent pendant 1 à 3 ans. Quel type de problème cela concernait? Alors, il s'agissait majoritairement de difficultés à trouver ses mots, de difficultés de mémoire, de difficultés de concentration, ou encore de difficultés à penser, réfléchir aussi rapidement qu'auparavant. On a également interrogé les participants sur l'impact des difficultés sur les activités personnelles. On obtient une réponse un peu chez près de la moitié des participants et une réponse beaucoup chez 23% des participants. Pour les participants les plus jeunes, on a posé la question sur l'impact de la reprise, l'impact des troubles sur la reprise d'activité professionnelle. On obtient une réponse un peu chez 38% des patients et beaucoup chez 32% des patients. Est-ce que les personnes auraient souhaité bénéficier d'une prise en charge spécifique sur ces difficultés? Les réponses sont un peu plus hétérogènes. Donc, pour conclure par rapport aux résultats de ces enquêtes, donc les patients ont une plainte cognitive liée au traitement. On a observé une plainte cognitive chez 88% des patients dans l'enquête Sentinelle et chez 62% des patients dans l'enquête France Lymphome Espoir. Dans les deux enquêtes, les difficultés surviennent principalement pendant et après les traitements.
Concernant la prise en charge, 75% des participants Sentinelle auraient souhaité bénéficier d'une prise en charge, contre 51% des patients de France Lymphome Espoir. Hélène Castel, vous allez compléter sur les mécanismes en parlant notamment de la plateforme cancer et cognitif dont on parlait tout à l'heure. Oui, je vous remercie. Alors, merci Marie. Alors, comme vous avez pu le voir, on parle d'un mécanisme complexe. Est-ce que c'est le cancer qui impacte la maladie en tant que telle, les fonctions cognitives ou la fatigue? Est-ce que ce sont les traitements, l'âge des patients? Quelle est la différence entre la plainte subjective et la plainte objective? Et vous voyez que là, la recherche a besoin... alors, c'est déjà de la recherche, ce que Marie vous a présenté chez les patients. Mais nous, on travaille beaucoup plus dans le laboratoire, justement, sur des modèles animaux. Et l'objectif, vous allez le voir, c'est vraiment de mieux comprendre, parce que si on comprend mieux quelle est la place, par exemple, de la chimiothérapie dans la problématique des fonctions cognitives, la place de l'âge comme étant facteur de prédisposition à ces troubles cognitifs, on pourra mieux vous répondre et mieux adapter une prise en charge. Alors vous voyez, on vous parle beaucoup de chémo-brain, chémo-fog. Alors on n'a pas trouvé de terme français qui était plus adapté. Parce que la principale plainte des patients, Marie vous en a parlé, mais elles viennent d'Américaines, en fait, qui étaient traitées pour un cancer du sein il y a juste 10 ans. Et leur première plainte, c'était de dire « c'est comme penser à travers un brouillard cognitif ». Et elles ne trouvaient pas autre chose à dire. Et de fait, on parle tout le temps de ce terme. Et vous voyez qu'on est peut-être déjà dans une définition, on ne le sait pas encore, à l'interface entre la mémoire, donc la cognition par exemple, et la fatigue. Et donc effectivement, est-ce que quand vous parlez par exemple de fatigue, est-ce que c'est vraiment la fatigue que va rencontrer un jeune après une séance de sport ou parce qu'il a passé trop de jours au lycée, ou est-ce qu'on va parler d'une certaine fatigue, c'est-à-dire une difficulté à penser, une difficulté à être très réactif à toutes les sollicitations du quotidien? Alors, eh bien, nous sommes neuroscientifiques. Pour comprendre tous ces mécanismes, on a besoin d'abord de comprendre le système nerveux central. Alors aujourd'hui, je vous ai montré une petite vidéo. Le cerveau, vous l'imaginez, c'est comme une clé USB avec beaucoup de données, beaucoup de réseaux, des capacités de stockage, des capacités d'emmagasination de toute l'information, avec des aires cérébrales, vous voyez, multiples qui travaillent sur l'attention, sur la mémoire, des réseaux, car nous devons être connectés. Et tout ça, vous l'imaginez, vous en entendez parler, grâce à une fameuse transmission synaptique. Alors vous voyez, on vous parle de complexité de l'impact des traitements sur la cognition, et notre cerveau, vous le savez, c'est aussi un objet complexe. Alors c'est parce que c'est un objet complexe que nous avons besoin de comprendre si cette cognition, enfin si ces traitements, là j'essaie d'arrêter cette machine, là. Si ces traitements, vous voyez, moi aussi je suis un petit peu fatiguée, si ces traitements peuvent impacter des mécanismes tels que la cognition, la mémoire, l'attention, ou alors ce que l'on appelle la fatigabilité cérébrale, ou alors aussi certaines fonctions un peu particulières, et vous allez voir, je vais revenir sur les femmes qui se plaignent plus que les hommes, les aspects multitâches, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire en une journée, comment peut-on anticiper nos activités. Alors les premières recherches, là je vais vous parler vraiment de ce qui se fait en clinique et dans des modèles animaux, elles ont été d'abord, comme vous avez bien compris, réalisées aux États-Unis. C'était les premiers qui étaient vraiment concernés par cette situation. Alors la première chose que les chercheurs ont tenté de faire, c'est d'évaluer grâce à des systèmes d'imagerie cérébrale si les aires de notre cerveau pouvaient être altérées après un épisode de cancer et un traitement par chimiothérapie. Ce que vous voyez ici illustré, alors ne regardez que les couleurs, en vert à gauche ou en vert ici à droite, eh bien, ce sont les zones que l'on appelle substance blanche et substance grise au niveau du système nerveux central. Et pour vous expliquer un peu ce qu'on appelle la substance grise, en fait, c'est le corps ici d'un neurone qui travaille. Et la substance blanche, ici, c'est ce que l'on appelle son axone. Et son axone, c'est ce qui permet la communication avec d'autres aires cérébrales de votre cerveau. Et ce que l'on voit en vert, tout simplement, ce sont ce qu'on appelle des zones atrophiées, c'est-à-dire des zones dont le volume est diminué après un épisode cancéreux et après chimiothérapie. Donc c'est déjà montré qu'il y a un impact réel, si la question se pose, de l'impact du cancer ou des traitements du cancer sur les volumes de certaines aires cérébrales du cerveau. Ce ne sont pas des effets majeurs, mais ce sont des effets qui sont significatifs. Et les aires qui sont touchées, ce sont ce que l'on appelle le cortex préfrontal, c'est ce qui est à l'avant ici du cerveau, qui intervient beaucoup dans l'inhibition dont vous a parlé Marie, notamment cette question de se retenir de lire pour donner la bonne couleur.
c'est votre cortex préfrontal qui travaille, ou l'hippocampe. Et c'est l'hippocampe qui vous aide à apprendre et à avoir de la mémorisation. Une autre étude parue en 2007 aux États-Unis, grâce au docteur Silverman, que nous avons rencontré en congrès avec Marie, c'est une étude qui a été menée 10 ans après l'arrêt du traitement chez des patients atteints de cancer du sein traités par chimiothérapie. Cette étude, elle est réalisée ici par imagerie sur le cerveau. Et vous voyez ce que c'est utilisé, c'est le PET scan, c'est le métabolisme cérébral, c'est-à-dire l'activité cérébrale. Et ce que l'on constate, c'est qu'un patient traité par chimiothérapie active beaucoup plus certaines aires cérébrales du cerveau, et notamment le cortex préfrontal, ici à l'avant. Alors vous pourriez me dire, c'est assez paradoxal, parce que vous venez de nous expliquer qu'elles étaient éventuellement un peu plus petites, un peu plus atrophiées, et pourtant elles travaillent beaucoup plus. Et oui, effectivement, elles travaillent beaucoup plus, et dans certains tests réalisés notamment pour évaluer la mémoire à long terme, qui est ici la figure complexe de Rey, le patient doit se souvenir de cette figure et la reproduire, ce qui est assez difficile en soi, eh bien, on se rend compte qu'il y a aussi un déficit dans la réalisation de cette tâche. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ces patients, 10 ans après, peuvent avoir donc une altération des performances cognitives sur la mémoire, avec des modifications d'activité. Et ce que l'on voit, c'est une hyperactivité. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que finalement, on n'est pas du tout dans un déficit, c'est plutôt une hyperactivation. Alors, le problème de cette étude, qui était réalisée 10 ans après, c'est que le patient contrôle était très très loin du patient traité, ils n'avaient pas du tout eu la même vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est la troisième étude dont je voulais vous parler, qui concerne 2 jumelles. 2 jeunes femmes américaines de 60 ans, en grande forme, qui ont toujours vécu ensemble, jamais mariées, et qui n'ont jamais travaillé parce que visiblement elles avaient assez d'argent. Donc elles sont arrivées pour se faire soigner, puisque une des 2 jumelles homozygotes, donc elles avaient le même patrimoine génétique, était atteinte d'un cancer du sein. Elle a donc été prise en charge, traitée par chimiothérapie, et tout s'est très bien passé pour elle. Et elle ne se plaignait pas du tout d'avoir des troubles des fonctions cognitives, parce qu'elles étaient habituées toutes les 2 de toute façon à être très très actives. Or, lorsqu'on a pu étudier leur cerveau en réalisant ici une tâche des fonctions exécutives, où vous devez repérer les suites consécutives de 2 lettres, notamment regardez ce test ici que l'on appelle le one-back, est un test où c'est assez facile. Si je vous dis d'appuyer sur un bouton quand vous entendez par exemple ici une 2e fois M, vous allez le réaliser assez facilement. Or, pour réaliser cette tâche facile, regardez, la patiente qui a eu un cancer et traitée par chimiothérapie active là encore beaucoup les aires du cortex préfrontal pour une tâche qui est très très simple en réalité, comparativement à sa sœur jumelle ici, qui n'a pas eu de cancer et qui n'a pas reçu de traitement chimiothérapeutique. Cette première étude en 2017 était extrêmement intéressante parce qu'elle faisait fi de la prédisposition génétique de certains patients par rapport à d'autres dans ces troubles des fonctions cognitives. Ces 2 patientes avaient le même âge, le même vécu. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que finalement, on en arrivait à cette question, c'est que la chimiothérapie pouvait potentiellement entraîner ce que l'on appelle donc une baisse d'efficacité, avec un phénomène de compensation. Et finalement, on en venait à cette possibilité de la fatigabilité cérébrale, parce que vous êtes systématiquement en compensation et en hyperactivation pour réaliser des tâches de la vie quotidienne. Alors nous, on cherche maintenant à comprendre, est-ce que la chimiothérapie en tant que telle est vraiment la cause en fait, de tous ces mécanismes? Pour ça, on a besoin d'abord de comprendre les molécules qui sont testées. Et j'ai entendu parler du traitement que vous pouviez recevoir dans le lymphome, qui est le R-CHOP. J'ai regardé, effectivement, et c'est une combinaison d'au moins 3 chimiothérapies avec le rituximab. Ces chimiothérapies, elles sont résumées ici. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Et ce que vous voyez, c'est que déjà dans la littérature, on a pu caractériser chez certains patients traités ce que l'on appelle des encéphalopathies ou des leucoencéphalopathies, c'est-à-dire des inflammations du système nerveux central. C'est très peu de patients qui sont concernés. Et puis surtout, certaines chimiothérapies, comme ici, notamment le méthotrexate, je sais qu'il peut être utilisé, ou le cisplatine, sont capables de passer en fait, dans le cerveau. Elles passent ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, elles pourraient tout à fait avoir un impact sur les fonctions du système nerveux central. Deuxième chose, vous le savez parce que j'ai vu que vous étiez extrêmement impliqués dans les mécanismes de la pathologie, vous savez que la chimiothérapie inhibe la division des cellules, ou en tout cas les empêche de proliférer. Et vous pourriez me dire, mais comment se fait-il que des molécules dont on sait qu'elles ont une action sur la division cellulaire peuvent impacter les fonctions du système nerveux central? Il n'y a pas de cellules qui se divisent dans le cerveau, a priori. En fait, si. Nous avons une population de cellules qui se divisent, ce sont les cellules souches neurales. Et ces cellules souches
du système nerveux central sont là pour produire de nouveaux neurones systématiquement. Et vous allez voir que, eh bien, effectivement, il pourrait y avoir un impact de ces chimiothérapies sur cette population de cellules. C'est ce que nous avons mis en évidence grâce à des modèles animaux. Tout à l'heure, on vous a parlé de cobayes. Vous n'êtes pas des cobayes. Alors, le cobaye, c'est un petit hamster. Alors, nous, on travaille sur des souris. Alors, on travaille aussi des fois chez le rat. Alors, vous allez voir, on les utilise pour faire des tests de comportement, c'est-à-dire pour comprendre les mécanismes de l'attention ou de la mémoire ou de l'apprentissage. Ces animaux sont assez intelligents, sont capables de réaliser des tests. On est capable de dire s'ils sont anxieux, dépressifs, ou s'ils peuvent apprendre, ou même s'ils peuvent être attentifs. Et donc, ils sont extrêmement intéressants pour ces questions. Alors, vous voyez qu'on peut tester le rôle direct des chimiothérapies. On peut savoir ce qui se passe dans le cerveau. C'est bien l'objectif. On peut le faire sur des animaux. Et surtout, tester des stratégies de prévention et des molécules neuroprotectrices. On peut aussi se poser la question de l'âge. On peut aussi se poser la question de est-ce que si vous avez un diabète ou est-ce que si vous avez certains antécédents, le stress, eh bien, vous êtes aussi plus sujet à développer des troubles des fonctions cognitives. Alors, je vous ai montré un petit schéma d'une expérience que l'on a réalisée. On a choisi des souris jeunes, comme vous pouvez voir ici, et des souris âgées, pour savoir si les souris âgées étaient plus à prédisposition de développer des troubles des fonctions cognitives. Ces souris n'ont pas de cancer, elles sont en pleine forme, plutôt très heureuses, et on leur administre une chimiothérapie qui n'est pas très concentrée, afin qu'elles ne soient pas du tout impactées dans leur physiologie normale. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on réalise des injections soit d'une solution de saline, tout simplement, de sérum physiologique, soit on administre du 5-fluorouracil, qui est une chimiothérapie. Et puis on fait ça pendant 3 semaines. On laisse 3 semaines les animaux se reposer, bien remanger, etc., pour être en forme. Et on décide de tester en fait des fonctions d'anxiété, d'apprentissage, de mémoire, de flexibilité comportementale, et vous allez voir que je m'arrêterai là-dessus, et puis d'attention ou d'exploration. Puis après, on peut prélever les cerveaux de ces animaux pour justement étudier en fait ce que la chimiothérapie a pu faire directement au sein du système nerveux central. Pour illustrer ce que l'on peut faire sur ces petites souris, vous allez voir, eh bien, après avoir administré la chimiothérapie, on peut dans un premier temps, alors on a l'américain qui parle, on peut dans un premier temps les tester dans une boîte que l'on appelle l'open field. On met tout simplement la souris, et puis vous voyez qu'une souris, elle n'aime pas du tout tellement être au centre. En fait, elle en a peur, ça la rend anxieuse, donc elle préfère se promener à la périphérie de la boîte, et de temps en temps, elle passe quand même au centre pour explorer. C'est un comportement normal. En fait, ce test sert à nous savoir si, d'un point de vue locomoteur, elles se sentent bien, et surtout si elles sont plutôt anxieuses ou pas anxieuses. Si votre souris croise régulièrement ici au centre, bien c'est que finalement, elle va assez bien, qu'elle est assez relaxe. Si elle reste ici en périphérie, c'est qu'elle est déjà un petit peu anxieuse. Et pourquoi vous me dites, après chimiothérapie, vous testez l'anxiété ? Eh bien, c'est que d'un point de vue chimique, l'anxiété, c'est de la chimie du cerveau. Vous pourriez aussi avoir une modification par la chimiothérapie de l'anxiété ou de la dépression. Pour la chimiothérapie, nous n'avons pas observé de troubles dans l'open field entraînés par le 5-fluorouracil. Pour vérifier l'anxiété, nous avons utilisé un autre test qui s'appelle le Plus Maze, alors en anglais, ou le labyrinthe en croix surélevée. Regardez, c'est un petit labyrinthe avec une petite plateforme qui est ici ouverte et ici un bras qui est fermé. C'est-à-dire que l'animal va se sentir très très bien ici protégé dans ses bras fermés et viendra de temps en temps explorer ici les bras ouverts. Il est comme nous, les animaux n'aiment pas trop être en altitude et ne pas avoir de bord pour être protégés. Donc, si l'animal n'est pas anxieux, comme ici, il va venir tout au bord, il va aller regarder. S'il est anxieux, il va rester ici dans les bras fermés. Donc, après traitement par chimiothérapie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons compté le temps passé dans les bras fermés, le temps passé dans les bras ouverts. Et pour résumer, finalement, c'était juste un petit exemple, notre étude, nous avons montré que la chimiothérapie ne modifiait pas les fonctions d'anxiété. En revanche, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez noter en tant que patient, c'est que les animaux, lorsqu'ils sont âgés, sont globalement plus anxieux. Et ça, c'est ce que l'on appelle le phénomène du aging, c'est-à-dire c'est l'âge, qui entraîne une modification de la chimie du cerveau et entraîne déjà une prédisposition à l'anxiété. En revanche, comme vous pouvez le voir, la chimiothérapie ne modifie pas du tout ces mécanismes d'anxiété. Et pour aller plus vite, je vais vous montrer que maintenant on peut tester dans ce que l'on appelle la piscine de Maurice. C'est un cylindre rempli d'eau dans lequel une petite souris va être posée. Alors elle nage très très bien, même si vous allez voir dans l'animation, on vous met que la souris n'aime pas nager.
Elle nage très très bien et elle doit trouver une plateforme ici qu'on lui met à disposition pour se reposer. Et puis parce qu'elle préfère quand même, vous allez voir quand elle aura trouvé la plateforme, être dessus. Vous allez voir que dans un premier essai, cette souris cherche la plateforme dans la piscine, trouve la plateforme, et une fois qu'elle est sur la plateforme, elle va regarder des indices visuels pour se repérer, pour se dire, tiens, la plateforme est là. Au deuxième essai, on la repositionne, elle cherche toujours la plateforme, et vous avez pu voir qu'elle l'a trouvée beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Au troisième essai, regardez, vous posez votre souris, elle se souvient que la plateforme est là. Donc, vous avez ce que l'on appelle une courbe d'apprentissage. Donc, grâce à ce test, on est capable de regarder l'apprentissage d'une souris dans une piscine. Et au dernier essai, regardez, on a enlevé la plateforme, mais ce que l'on constate, c'est que la souris va la chercher là où elle était. Parce qu'elle se souvient que cette plateforme était bien positionnée à cet endroit. Donc, elle a une très bonne mémoire. Donc, vous voyez que grâce aux souris, on peut tester l'apprentissage et la mémoire. Nous avons montré que la chimiothérapie ne modifie pas l'apprentissage, ne modifie pas la mémoire. En revanche, on a réalisé, nous, un autre test. On a enlevé la plateforme, comme ici, mais on l'a positionnée ici, dans un autre emplacement. Et ce que l'on a constaté, regardez, ça c'est le chemin parcouru par les souris. Ce que l'on constate ici, c'est que les souris jeunes ou âgées qui ont reçu une chimiothérapie, regardez, continuent à chercher la plateforme là où elle était, à l'emplacement où elles avaient appris que la plateforme était positionnée et ne viennent pas chercher le nouvel emplacement de cette plateforme. Donc en réalité, on a montré que la chimiothérapie ne faisait pas tout, mais qu'elle induisait un déficit que l'on appelle un déficit de flexibilité comportementale, c'est-à-dire une difficulté de désapprendre quelque chose pour réapprendre quelque chose au cours d'une journée. Il nous apparaît que c'est à peu près transposable chez le patient à une activité multitâche, cette capacité tous les jours à s'adapter au jour le jour, à un coup de fil un petit peu impromptu, un rendez-vous qui vient de se mettre en place, aller faire les courses rapidement et ne pas oublier de passer chez le teinturier pour récupérer son costume. C'est éventuellement un petit peu ce problème. Alors nous, les souris nous servent aussi à comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et pour vous montrer ici juste rapidement, voici le petit cerveau d'une souris. Je voulais vous montrer l'échelle du cerveau d'une souris. On est capable ici, grâce à des petites machines, de couper en fait le cerveau de ces souris qui ont bien appris ou pas à cause de la chimiothérapie. Vous voyez, c'est des petites coupes de souris. Et ici, ce que vous voyez ici en vert qui s'allume, ce sont des neurones actifs dans le cerveau de ces souris. Alors, on utilise bien sûr ces coupes de souris et on est allé rechercher une zone spécifique. Vous vous souvenez ? C'est l'hippocampe. Regardez, l'hippocampe, c'est ça. C'est vraiment la zone ici que nous avons aussi, hein, on a le même, qui nous sert à apprendre, qui nous sert à mémoriser. Et grâce à des techniques un peu particulières, on est capable de marquer en vert ou en rouge des neurones afin de comprendre s'il y en a moins, s'il y en a plus, etc., après chimiothérapie. Ici, ce que vous voyez, ce sont des neurones de l'hippocampe qui nous servent à apprendre et à mémoriser. Et ce que nous avons pu juste démontrer dans des études, c'est que la chimiothérapie, ici, ce que vous voyez, ce sont des petits points verts. Ces petits points verts, ce sont des cellules souches neurales dans l'hippocampe. Nous en produisons tous les jours et nous les utilisons pour fabriquer de nouveaux neurones qui nous servent dans la vie quotidienne. Eh bien, après chimiothérapie, regardez, il nous reste très très peu de cellules souches neurales dans ce cerveau de ces souris, suggérant que la chimiothérapie peut induire un effet spécifique, qui est une diminution de ce que l'on appelle la neurogénèse, la production de nouveaux neurones, et donc des déficits de flexibilité comportementale. Alors ça, c'était un exemple d'étude et c'est pour vous dire que tout ce que l'on fait chez les souris, c'est pour le bénéfice des patients, c'est pour comprendre ce qui se passe et mieux travailler pour vous. Je vais vous présenter ce que l'on fait donc sur la plateforme. Eh bien, tout le travail Vraiment en 2 mots pour qu'on ait le temps de... Oui. S'il vous plaît. La plateforme, donc, qui est donc dirigée par Florence Joly, c'est finalement un réseau multidisciplinaire avec une expertise clinique que Marie a pu vous présenter ici avec Florence Joly et Marie Lange, avec des tests neuropsychologiques, des études, le prélèvement aussi de plasma chez les patients pour mieux comprendre s'il y a des biomarqueurs justement des troubles des fonctions cognitives, une expertise préclinique comme j'ai pu essayer de vous montrer un peu, et puis surtout des biostatistiques pour vraiment mieux comprendre ce qui se passe chez l'ensemble des patients. Notre objectif, vous avez vu, il est multidisciplinaire. Il est de travailler du patient à l'animal, de l'animal au patient en passant par l'imagerie, et surtout, ici, de s'adapter à la spécificité de chaque patient. Est-il jeune? Est-il âgé? A-t-il des comorbidités? A-t-il d'autres types de traitements qui s'ajoutent?
Voici ici des repères si ça vous intéresse. Vous tapez cancer et cognition, c'est le nom de notre plateforme. Vous pouvez laisser des messages que nous lisons et auxquels nous répondons. Et puis surtout, nous avons des flyers et vous pouvez nous envoyer bien sûr des mails. Florence Joly et Marie pourront vous répondre. Voilà, je vous remercie. Merci.